Et bonjour à tous, moi c'est Action et aujourd'hui on va parler de David Lynch. Alors ça fait des années que je voulais faire des vidéos sur David Lynch parce que je trouve que sa créativité est immense et personnellement c'est mon cinéaste préféré, mais même au-delà de ça c'est mon artiste préféré. J'aurais aimé faire ces vidéos dans de meilleures circonstances, mais comme vous avez dû l'apprendre récemment, David Lynch nous a quittés. Et c'est une perte immense pour, je pense, quiconque s'y est déjà intéressé au moins une fois. Donc évidemment, cette vidéo est difficile à faire, mais je voulais lui rendre hommage, ainsi qu'à son œuvre. Et j'adresse cette vidéo autant aux fans de Lynch qu'à ceux qui n'y connaissent rien, et voire même ceux qui ont vu passer la news comme ça, et qui se sont dit tiens, qui c'est ce mec? Et bien aujourd'hui on va en parler. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je voulais vous parler de David Lynch, et on fera ça plus précisément dans de futures vidéos. Mais aujourd'hui, je vais faire un sorte d'hommage qui va nous permettre de parler à la fois de sa créativité, de son œuvre, qui sera un point d'entrée pour ceux qui ne connaissent pas Lynch. David Lynch est surtout connu pour son travail de réalisateur. Il a fait 10 longs métrages, pas mal de courts métrages et surtout la série Twin Peaks dont tout le monde a forcément entendu parler à un moment ou à un autre. Mais il est aussi peintre et musicien, et pour ceux qui connaissent que ses films, je vous invite à aller explorer cette autre partie de sa créativité. Alors souvent quand les gens parlent de David Lynch, c'est tout ou rien, c'est-à-dire soit ils vont être passionnés, soit ils vont dire j'ai rien compris, c'est vraiment bizarre, ça n'a aucun sens. Mais pourquoi les avis sont si contrastés? Pour cela, il faut d'abord étudier sa façon de créer. Aujourd'hui, nous n'allons pas aller en détail, nous le ferons dans de futures vidéos, mais on va essayer de donner une idée générale de sa façon de créer, que ce soit des films ou autre chose. Mais pour résumer ça de façon accessible, on peut évoquer l'image que propose Lynch lui-même en interview. Il faut imaginer que l'esprit humain est un pêcheur qui part à la pêche aux idées. Ces idées se trouvent en lui, dans son inconscient, et c'est pour ça que Lynch précisait qu'il aimait passer beaucoup de temps à rêvasser et en fait à laisser venir les idées comme ça de façon presque naturelle. Donc là c'est de façon très résumée, mais ce que propose Lynch en fait c'est de laisser aller son esprit et de récupérer les idées qu'il nous propose de lui-même, que ce soit en rêve ou alors quand on rêvasse au fil du jour. En fait, de rester ouvert à tout ce qui peut nous venir à l'esprit. Et certes, il y aura des idées qui seront pas intéressantes et d'autres qui seront géniales. Il faut en fait les trier. Et surtout, ce qui est le plus important, il précise qu'il faut noter ces idées parce que si on les perd, ben après, on a juste envie de mourir. Donc, c'est aussi un adepte de la méditation transcendantale. Donc, c'est aussi de là que proviennent ces idées. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on revoit un petit peu la philosophie de Jung et on est dans quelque chose de beaucoup plus intuitif, de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus humain. Et je pense que concrètement notre inconscient qui peut nous apporter des idées pertinentes et qu'on s'en aperçoit pas forcément du premier coup. Alors pour quelqu'un qui ne connaît pas Lynch, je pense que cette explication est un petit peu abstraite et ne va pas être très parlante. Et c'est pour ça que je vais vous inviter après à voir certains films pour comprendre de quoi je parle. Pourtant, je pense qu'on peut vraiment tous l'appliquer et que c'est un outil créatif immense et majeur, si ce n'est un des plus essentiels. En tout cas, de mon point de vue. Et du coup, alors pourquoi est-ce que les gens se disputent au sujet de Lynch? Pourquoi il y en a certains qui vont dire c'est génial, c'est la meilleure chose que j'ai vue de ma vie, d'autres qui vont dire non mais j'ai rien compris, ça n'a aucun sens, c'est absurde, j'ai détesté. On a même une troisième catégorie qui va dire j'ai rien compris mais j'ai adoré. Je pense que cette troisième catégorie est sûrement une des plus intéressantes. Parce que dans le cinéma, en général, on a été habitué à ce que tout nous soit dit, tout nous soit expliqué, tout nous soit donné de façon très simple. Et c'est bien de faire des films comme ça qui sont accessibles. Mais en fait, en simplifiant au maximum, on habitue le spectateur à cette facilité-là. Et on oublie que le spectateur est très intelligent et qu'il est capable de comprendre des films plus subtils comme ceux de David Lynch. En fait, il n'y a pas forcément besoin qu'un héros vienne et qui explique alors voilà il s'est passé ci et ça et tout pour qu'on comprenne les événements qui se sont déroulés. En fait, tout peut se passer de manière implicite et comme on pense au cinéma muet, la façon dont ils arrivaient à faire comprendre des choses sans les dialogues, et ça c'est vraiment l'essence du cinéma quoi. C'est vraiment la façon de mettre en scène, la façon de cadrer l'image pour faire comprendre quelque chose. C'est à dire que quand vous commencez à voir un film et que le personnage principal vous dit bonjour, moi c'est Jean-Louis, j'ai 23 ans et je fais tel métier, en fait c'est déjà un aveu de faiblesse de la part du réalisateur qui n'a pas su le montrer via l'image sans le faire par les dialogues. Alors évidemment c'est compliqué de tout montrer par l'image non plus, on va pas jeter la pierre à tous les réalisateurs et c'est pas une règle qu'il faut absolument respecter, c'est juste que la réalisation et la mise en scène c'est quelque chose qui est propre au cinéma et qui ne peut pas exister dans un autre art, que ce soit la littérature, la musique, etc. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout le cinéma de Lynch, pour ceux qui ont eu du mal à l'apprécier, qui se sont sentis perdus complètement, j'ai quelques précautions. Je vous recommande de découvrir ses œuvres de la manière suivante. En fait, quand on regarde un film, on est habitué à ce que
la narration soit claire et précise. Et c'est quelque chose qui vient parler plutôt au cerveau. Et un petit peu à la manière d'une enquête, on a envie de comprendre ce qui se passe et on a toujours envie d'intellectualiser et d'avoir une compréhension totale de l'œuvre, de l'analyser et de tout en savoir. Sauf qu'en fait, quand on regarde un film de Lynch, il faut plutôt s'imaginer qu'on est face à une sorte de rêve étrange et laisser aller son cœur plutôt que sa tête. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire absolument je veux tout comprendre à tout ce qui est dit, tout ce qui se passe, parce qu'il y a plein de dialogues qui vont vous paraître complètement incompréhensibles, sans aucun sens. Et en fait, c'est un peu à la manière des rêves, quoi. Quand vous faites un rêve, vous ressentez des émotions, vous pouvez en tirer une signification, et pourtant, c'est pas forcément quelque chose de sensé qui s'est déroulé. Pour regarder un film de Lynch, il faut absolument se concentrer sur les émotions qu'on ressent. Parce que les émotions qu'on ressent, elles sont très profondes, très subtiles, et je connais pas aujourd'hui un réalisateur capable de procurer les mêmes émotions. Bon, Limbo, il a voulu s'incruster dans la vidéo. Je vous présente Limbo, voilà. Un mot à dire. Toi, t'as vu les films de Lynch? Toi, tu t'es endormi dans les films de Lynch, hein? Donc oui, il faut savoir que quand vous allez voir un film de Lynch, il y a plein de choses que vous allez pas comprendre et que c'est normal. Et vous dire que justement, au plus vous allez regarder son cinéma, au plus vous allez ressentir de choses, comprendre de choses et comprendre son œuvre dans une certaine globalité. On va y revenir après. Et je tiens à dire un mot spécial à ceux qui vont persister et encore dire non mais si un film on comprend pas, c'est nul, je vais pas regarder ça. Quand même qu'il explique un minimum, ça sert à quoi de regarder un truc qui dure 2 heures s'il n'y a pas de sens? Ma réponse à ça, c'est qu'il faut vraiment pas essayer de chercher trop compliqué et que les choses en fait elles sont assez simples dans le cinéma de Lynch. Et j'ai plusieurs exemples pour le prouver. Par exemple, vous regardez Twin Peaks et sans spoil, d'ailleurs dans cette vidéo on va essayer de spoiler aucun film. Quand on regarde la saison 1 de Twin Peaks en entier, rien que la saison 1, on sait très bien ce qui est arrivé à Laura Palmer, on sait très bien quel sujet est évoqué, on sait très bien quel sujet est dénoncé, on sait très bien le combat que Lynch mène. Et finalement, c'est un peu ça dans tous ses films. Alors oui, il a une façon de filmer et de raconter les choses qu'il peut perdre, mais quelque part, derrière ça, c'est très simple. Et moi, le premier, quand j'ai vu un film de Lynch, je me suis dit, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Parce que je cherchais trop à comprendre la moindre chose, alors qu'en fait, il faut laisser aller ce qu'on comprend pas et garder tout ce qu'on comprend. Quand on fait ça, finalement, le film n'est plus très compliqué. En tout cas, dans son sujet. D'un point de vue narratif, d'un point de vue construction, il reste quand même subtil et complexe, quoi. On a voulu habituer les gens à tout complexifier, alors qu'en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'idée de trier, de prendre ce qui nous fait de l'émotion, prendre ce qu'on comprend et laisser de côté ce qu'on comprend pas, qui nous reviendra peut-être au prochain visionnage. Et puis en fait, chacun a sa propre interprétation et chacun a sa bonne interprétation. C'est ce qu'a confirmé Lynch dans des multiples interviews. À chaque fois qu'on lui demande qu'est-ce que ça voulait dire, il répondait pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la bonne interprétation. Et je trouve que c'est un principe en art qui est vraiment intéressant. Si on avait tous la même interprétation, qu'on va voir l'artiste et qui nous dit oui, en fait, ça veut dire ça, il n'y a plus aucun mystère, quoi. Et le mystère, c'est aussi ce qui est au centre de l'univers de Lynch. Alors malgré tout, il y a des concepts récurrents qui reviennent dans le cinéma de Lynch, en particulier la lutte du bien contre le mal, la question du double. On trouve énormément de doppelgangers en fait dans son cinéma, voire même, j'ai envie de dire, des univers alternatifs, des univers parallèles, et qui nous semblent des mondes alternatifs comme le sont les rêves. Et je trouve que dans notre monde, on a besoin de rêver. Enfin, c'est quelque chose qui manque. Il est aussi classifié dans les cinéastes surréalistes. Et aussi, je voulais aborder un point qui est souvent discuté, c'est que parfois, les gens vont dire que David Lynch n'est pas engagé politiquement. Et je ne suis pas d'accord avec ce point parce que je trouve que dans ses œuvres, on a clairement une critique de l'Amérique. Regardez Twin Peaks, saison 3, et vous allez comprendre de quoi je veux parler. Critique de l'Amérique surtout à la fin de la guerre et post-guerre, où en fait, comme dans tout son cinéma, on a souvent une façade très brillante, lumineuse, tout est beau, tout le monde est gentil, tout est super génial, tout le monde s'entend bien, tout est rayonnant. Et en fait, c'est juste une façade qui cache des choses bien plus sombres, bien plus obscures. Et ça, c'est quelque chose, pareil, qui traverse tout son cinéma. Et qui sont un peu une comparaison avec le système hollywoodien, avec l'Amérique. Et ce qui est fou, c'est que les choses elles se font à la fois dans la subtilité, dans la profondeur, et en même temps, c'est hyper simple et hyper concret, quoi. Vraiment, comme je l'ai dit, quand on pense à Twin Peaks, qu'on sait ce qui arrive à Laura Palmer, c'est hyper évident le sujet traité, quoi. Donc il n'y a vraiment aucun doute là-dessus, ça parle de sujets concrets. Et je pense que les films, ils sont plus accessibles qu'on le croit. Je pense qu'on a trop pris les spectateurs pour des idiots, qu'on a trop essayé de leur donner la main au fil des années dans les films, et que justement, le cinéma de David Lynch, il donne
pas la main forcément, mais il est accessible à tous parce que vraiment, on met n'importe qui devant un de ses films, on lui dit de poser son cerveau à côté 2 secondes et d'écouter ce qu'il ressent et de pas essayer de tout comprendre, il ressort, en fait, il a compris le film, quoi. Donc vraiment, si vous connaissez pas Lynch, donnez-lui une chance en pensant à ça, en pensant que vous n'allez pas tout comprendre et il faut pas se prendre la tête avec ça, il faut laisser aller les choses. Et si jamais vous avez vu des films de Lynch et que vous n'avez pas aimé pour cette raison, parce que c'était trop incompréhensible, je vous invite à revisionner parce que déjà en revisionnant, on se rend compte de plein de choses. Vous concentrer sur les éléments simples, sur ce qui se passe et sur ce que vous ressentez et ne pas vous sentir frustré dès qu'il y a quelque chose que l'on ne comprend pas, ce qui est naturel et normal. Et je vous le dis encore une fois, ça m'est arrivé moi aussi quand j'ai découvert son cinéma. Mais parce que voilà, j'avais une mauvaise façon d'entrer dans son cinéma et je trouve que ses films sont grand public. Bon, évidemment, tout ce qui va être l'aspect mise en scène, réalisation, la photographie, la direction d'acteurs, c'est juste magnifique, c'est juste excellent, enfin je veux dire c'est presque un sans faute quoi. Il y a une façon de diriger les acteurs qui est hyper, qui va leur donner des instructions assez poétiques et ce qui va permettre aux acteurs de l'interpréter vraiment à leur façon et puis on se dit que ça marche quoi, parce que quand on voit le niveau des acteurs, que ce soit Laura Dern, Kyle MacLachlan, Naomi Watts et compagnie, enfin c'est vraiment ce qu'ils proposent dans les films de Lynch, c'est juste spectaculaire. Les performances sont incroyables. Et voilà, d'un point de vue technique, c'est irréprochable. Et même si vous voulez étudier la façon de raconter une histoire de façon inhabituelle, alors là, c'est l'exemple même. C'est l'exemple parfait quoi. Et je pense que son cinéma il peut inspirer autant les musiciens comme ça a été le cas pour Chouchou, qui peut inspirer aussi les auteurs de livres, les peintres, qui a quelque chose de très inspirant et universel dans sa façon de créer. Et le monde du rêve, on a envie qu'il fasse partie de notre monde, on a envie d'aller au cinéma et d'être vraiment transporté ailleurs. On a envie d'onirisme, on a envie surtout aujourd'hui que quand on va au cinéma, les films ils sortent un peu des clous. Donc oui, il y a encore des réalisateurs aujourd'hui qui prennent le risque de faire quelque chose d'un peu original, qui souvent ne rencontrent pas un succès commercial, mais je pense par exemple à Bertrand Mandico qui fait des films complètement fous et pareil qui sont hyper inspirants. Mais voilà, on a envie que ça fasse son retour un petit peu dans le cinéma grand public, comme en fait tout le monde a déjà entendu parler de Lost Highway et de Mulholland Drive. Et en fait c'était pas un problème à l'époque de regarder des films comme ça et qui étaient peut-être complexes et peut-être que plein de gens n'ont pas compris, mais beaucoup de gens s'en sont sortis marqués, beaucoup de gens se sont souvenus de plein de choses de ces films et même Twin Peaks. Je pense que le niveau d'influence que ça a eu dans le cinéma, c'est juste vertigineux tout ce que ça a amené derrière, au point que le nom de Lynch a créé un mot lynchien qui est utilisé un peu à tort à travers, mais qui vient là pour décrire une narration qui est inhabituelle, déconstruite, un peu onirique. Au-delà de ça, je vous invite aussi à aller voir ses interviews parce que c'est juste passionnant. Le personnage il a l'air d'un vieux sage, il dégage quelque chose de presque mystique et vraiment ça vaut le coup de connaître sa personnalité qui ressemble presque à ce qu'on a en fait dans les rôles qu'il va interpréter, que ce soit dans Twin Peaks ou même le caméo qu'il va faire dans The Fabelmans, le film de Spielberg, qui pour moi est la meilleure scène du film d'ailleurs. Et vraiment, on a vraiment un caractère qui est vraiment positif, bon. Et voilà, c'était quelqu'un qui était vraiment imprégné par la créativité. Et si vous êtes quelqu'un de créatif et que vous voulez justement explorer des chemins différents, voilà, écoutez ces interviews parce qu'ils donnent plein de pistes vraiment intéressantes. Et donc maintenant, on va passer à la partie où on va passer en revue ses œuvres principales, sans spoil évidemment. Et on va juste faire un petit aperçu de chacun de ses films, en parler juste pour rendre un hommage et sans aller dans le détail parce que ça on le fera dans le futur, dans de prochaines vidéos. Donc ça peut aussi servir de guide pour ceux qui connaissent pas son cinéma et qui savent pas par quel film commencer. Alors pour ceux qui sont amateurs de séries, il faut regarder Twin Peaks, donc c'est la série qu'il a réalisée. Et pareil, je vous donne un petit avertissement, parce que Twin Peaks, c'est une série qui est culte et on va vous dire oui, c'est la meilleure série du monde et tout ça. Et vous allez commencer à la regarder et vous allez vous dire oula, qu'est-ce qui se passe? Et ça peut être décourageant. Alors attention, je vous préviens. En fait, dans la forme, Twin Peaks va s'inspirer des telenovelas, donc tout ce qui va être
les feux de l'amour, etc. Et dans un premier temps, ça peut vraiment déconcerter, surtout que c'est vraiment ancré dans une époque, et on peut se dire, oulala, qu'est-ce qui se passe? Ou comme dirait notre ami Shikami, il pourrait dire, aïe aïe, ça démarre mal. Mais attention, donnez sa chance à la série, parce qu'en fait, tout ça, c'est qu'une apparence, et au fur et à mesure, ça va se déconstruire, ça va changer, ça va évoluer. Et même si y a des aspects un peu humoristiques, rigolos, légers, en fait, un peu comme tout ce qu'il fait, il y a une sorte de double face, et il y a une face plus sombre qui va être remplie de mystères, d'inquiétudes, de surnaturel, de surréalisme. Et en fait, la façon de filmer, elle s'arrête pas juste aux telenovelas, quoi, hein. Ça va beaucoup plus loin. Et l'enquête que mène l'agent Dale Cooper pour savoir qui a tué Laura Palmer dans la ville de Twin Peaks, qui est une ville voilà, un peu isolée dans la montagne, mystérieuse, brumeuse, avec plein d'arbres. Donc il y a plein d'arbres, on peut dire juste une forêt du coup. Et dans cette ville, donc il y avait cette fille, Laura Palmer, qui était adorée de tous, qui était vraiment la lumière de la ville, qui ressemble un peu à l'image qu'on a de Marilyn Monroe, et qui est retrouvée morte, assassinée. Et voilà, donc il y a un agent du FBI qui s'appelle Dale Cooper qui vient pour enquêter, savoir ce qui s'est passé. Et vraiment, l'enquête, elle est super prenante. Petit à petit, il y a des événements un peu étranges qui commencent à arriver. Et donc vraiment, laissez une chance à la série, même si vous n'accrochez pas forcément au premier épisode. Continuez, persistez, vous allez voir que ça prend tout seul après et ça devient vraiment génial. Attention tout de même, je vous avertis aussi, la saison 2, bon, en fait Lynch n'avait pas le contrôle de tous les épisodes, donc dans la saison 2, il y a des épisodes qui sont un peu une purge, parce que voilà, ça devient vraiment une telenovelas quasi complète, voilà, donc c'est un peu difficile. Il y a un petit ventre mou dans la saison 2 qui est indigeste, mais tenez bon, tenez le coup, essayez de survivre à ça, parce que la fin de la saison 2 est terriblement bien réalisée. Et une fois que vous avez fini la saison 2, vous pouvez regarder le film Firewalk With Me, et après vous pouvez enchaîner et terminer avec la saison 3 qui, je trouve, est la meilleure. En fait, il faut essayer de comprendre ce que représente la ville de Twin Peaks dans la saison 1 et 2, et de vraiment laisser sa chance à la saison 3 pour comprendre que c'est pas si différent que ça. Et vraiment, du coup, l'envergure du message, elle s'étend et elle s'ouvre sur quelque chose de beaucoup plus grand, et c'est ça qui est particulièrement intéressant. Bon, évidemment, tout le monde le cite, hein, mais l'épisode 8 de la saison 3, incroyable. Bon voilà, vous comparez cet épisode avec Oppenheimer de Nolan, pour ceux qui ont vu, vous comprenez ce que je veux dire. Et il n'y a pas photo, quoi, hein. On voit quand un mec il sait faire quelque chose d'impressionnant. Bref, je m'écarte du sujet là, ça déborde, ça ne va plus. Désolé Nolan, mais ça le fait pas. Enfin voilà, pour moi, c'est au sommet de son œuvre, la saison 3 de Twin Peaks, avec un autre film dont on parlera à la fin. Venons à ces films. Il commence sa carrière avec Eraserhead, qui est un film assez sombre, malsain, et qui vraiment sont les prémices de tout ce qui va venir après dans l'époque Lost Highway et tout ça. On se retrouve dans quelque chose d'assez onirique, d'assez cauchemardesque même, j'ai envie de dire. Et donc pour des raisons évidentes, à chaque fois c'est assez difficile de résumer le film, mais c'est l'histoire d'un mec qui a des problèmes avec sa copine et qui va devoir s'occuper d'un nouveau-né mutant. C'est-à-dire qu'il a un bébé, mais ce bébé il ressemble à un alien, quoi, vraiment. Et donc voilà, c'est difficile d'en parler plus, vraiment décrire ce film est très complexe, si ce n'est que voilà, il y a quelque chose de très pesant, et je pense qu'il a rarement réussi à donner une impression aussi cauchemardesque vraiment que dans ce film-là. Même si Lynch ne fait pas du cinéma d'horreur, il y a quelque chose de très inquiétant, plus même que dans certains trucs où on vous met juste des jumpscares à la suite. Mais pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je vous conseille pas de commencer par ce film. Je vous recommande de regarder ce film plutôt après avoir vu par exemple Twin Peaks ou après quelques films, après 2 ou 3 films, quoi, parce que sinon ça va vous faire un choc et voilà, on va éviter ça. Pour ce qui va être des films les plus accessibles, il y en a 3 principalement. Il y a Elephant Man qui est magnifique, il est tellement humain, tellement émouvant. Donc c'est l'histoire d'un homme qui va naître avec des difformités physiques et qui est utilisé dans une foire en tant que freak pour gagner de l'argent. Voilà, on va le montrer comme un animal, et donc c'est une condition terrible. Et en fait, il y a un médecin qui va le récupérer d'abord pour le montrer lors d'une conférence scientifique. Et il va se rendre compte de l'humanité qui se cache en fait derrière
ces personnages physiquement monstrueux, une humanité qui va même dépasser celle de gens physiquement beaux. Enfin, le film est hyper touchant, il est magnifique, vraiment. Il va pas y avoir d'éléments que vous n'allez pas comprendre, vraiment tout est clair, accessible, et c'est juste hyper touchant et poétique. Donc voilà, pour commencer, c'est parfait. C'est un de ses plus beaux films quand on parle de son cinéma qui est le plus accessible. Après, vous avez aussi le film Une histoire vraie qu'il a réalisé avec Disney et qui, pareil, n'a aucun rapport avec le reste de sa filmographie. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un vieux papy qui apprend que son frère est malade, mais il n'a pas beaucoup d'argent pour aller le voir. Il doit trouver une solution. Et tout ce qu'il a, c'est une tondeuse à gazon. Et du coup, il se dit, bon bah ça y est, je vais traverser toute l'Amérique pour rejoindre mon frère avec ma tondeuse à gazon. Et en fait, on voit son périple comme ça, c'est le road movie. Donc c'est un road movie sur tondeuse à gazon. Donc pareil, c'est très humain, c'est touchant. Et ne vous inquiétez pas, c'est pas trop lent ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'éléments incompréhensibles, voilà, ça reste vraiment une narration classique très accessible. Et donc pour les films accessibles, on peut conclure sur Dune. Je vais me faire des ennemis, mais pour moi il est 100 000 fois meilleur que celui de Denis Villeneuve. Mais ça on en parlera dans des prochaines vidéos parce que voilà, sinon là je vais m'énerver, c'est pas l'endroit pour s'énerver. Le Dune de David Lynch, même s'il a des défauts, même si voilà, les effets spéciaux sont un peu datés et voilà, il y a un petit peu des longueurs, ça reste un film qui est remarquablement créatif, qui est voilà, c'est super inventif dans les décors et tout ça. Et même, en fait, c'est souvent les effets spéciaux qui sont critiqués parce que les gens disent que ça fait carton-pâte, etc. Mais en fait, moi, ça me dérange pas. En fait, je préférais 100 000 fois qu'on fasse des effets pratiques. On voit que les mecs, ils ont travaillé à fond, qu'ils ont fait quelque chose, un monde organique. En fait. Et plutôt que la CGI, j'ai envie de dire aujourd'hui, la CGI... c'est pas pour faire le boomer, hein, mais bon, on n'en peut plus. Alors même s'il y a des exceptions, hein, mais la CGI, je trouve qu'elle est devenue un peu banale et sans émotion, quoi. Et donc pourquoi je préfère le Dune de Lynch à celui de Denis Villeneuve ? C'est tout simplement pour ça, quoi. Puis le Baron, il a vraiment l'air dégoûtant et repoussant, alors que dans celui de Denis Villeneuve, c'est juste un mec chauve, quoi. Sans blague. Le problème dans les films de Denis Villeneuve, c'est que ça fait vraiment plat, fade. Tout est hyper symétrique, carré, rectangulaire. Enfin, on parle de Dune, quoi. Enfin, les mecs, ils prennent des épices. En gros, c'est de la drogue, quoi. Donc, on veut un truc un minimum psychédélique avec des formes partout, de la créativité. Mais reprenez Giger, quoi. Reprenez Giger pour faire des décors, quoi. C'est bon. Bref, je m'égare du sujet. Donc après, on a des films qui sont un peu à mi-chemin entre l'accessible et l'onirique. Comme par exemple Cielo et Lula, qui va reprendre la thématique du Magicien d'Oz. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Magicien d'Oz et Lynch, c'est vraiment une grande histoire d'amour. Et si vous regardez le Magicien d'Oz, vraiment il y a tout le cinéma de Lynch en fait, contenu dedans. Une fois que vous avez un peu vu ces films, vous revenez au Magicien d'Oz et vous allez voir directement les points communs et les ressemblances. Donc Cielo et Lula, qui raconte l'histoire de Nicolas Cage et Laura Dern, qui font pareil, c'est un road movie. Et dans ce film, je trouve qu'on ressent vraiment quelque chose de sous-jacent, de quelque chose d'inquiétant, mais dont on va jamais prononcer le nom. C'est-à-dire que voilà, il y a une histoire qui se déroule avec quelques effets étranges qui évoquent le Magicien d'Oz. Et derrière ça, on sent qu'il y a encore une ombre encore plus grande qui plane en fait sur toute cette histoire, quelque chose d'obscur et d'inquiétant, mais qui jamais n'est évoqué, qui nous pose plus de questions qu'on a de réponses. Et c'est un peu la même chose qu'on retrouve dans Blue Velvet. En plus, si avant de voir Twin Peaks, vous voulez voir Blue Velvet, c'est parfait parce qu'il y a le même acteur, donc Kyle MacLachlan. Je sais pas comment on prononce son nom, c'est horrible. Et pareil, il va mener une sorte d'enquête et il va s'aventurer dans des mondes un peu obscurs et malsains, là où lui, il avait une vie plutôt normale. Et donc c'est encore la même histoire, façade avec ceux qui se cachent dans l'ombre. Le personnage de Dennis Hopper, il est juste terriblement malsain, mais c'est tellement bien joué. Je crois que j'ai rarement vu un méchant de film aussi impressionnant, et pourtant j'ai vu un tas de films. Son niveau d'interprétation est juste lunaire, quoi. Et donc là, ouais, ça ressemble presque à une introduction à Twin Peaks avec une enquête. Et voilà, désolé, j'essaie de pas trop en dire parce que je veux pas non plus vous spoiler et ça serait vraiment dommage ni vous mettre sur une piste qui serait pas celle de votre interprétation personnelle. Mais je peux vous dire que voilà, Blue Velvet, c'est aussi un film par lequel vous pouvez complètement commencer et qui va pas trop vous perdre en plus. Donc c'est vraiment une bonne porte d'entrée aussi. Et pour terminer, il y a la très fameuse trilogie Lost Highway, Mulholland Drive
et Inland Empire. Ces 3 films, ils sont juste exceptionnels. Donc ça résume en fait tout ce que je vous ai dit dans l'introduction, où je vous expliquais la façon qu'il a de créer cette histoire de monde alternatif, de double, de doppelganger, cette histoire de façade et d'obscurité, de lumière, la lutte du bien contre le mal, et la critique de l'Amérique. En fait, on retrouve tout ça dans ces 3 films. Lost Highway qui nous plonge dans un cauchemar, Mulholland Drive qui nous plonge dans un rêve, et Inland Empire qui nous plonge je ne sais pas où. Donc ces 3 films, c'est vraiment le point central de son œuvre. Et sans trop vous spoiler, mais pour vous donner envie, je peux vous dire que Lost Highway, ça raconte l'histoire d'un jazzman qui est plongé dans une histoire de meurtre étrange avec des événements surnaturels. Et Mulholland Drive raconte l'histoire d'une jeune fille qui va à Hollywood dans l'espoir de devenir actrice. Elle est super joyeuse, super naïve et positive. Elle va se confronter au monde d'Hollywood et il va commencer à se passer des événements bizarres. Voilà, je veux vraiment me limiter à ça et pas vous en dire plus parce que après ça, je vais pas vous gâcher non plus. Mais s'il faut avoir vu des films de Lynch, c'est bien ceux-là. Même si voilà, je peux reconnaître qu'en tant que porte d'entrée, c'est pas forcément évident et qu'il en a déconcerté plus d'un. Et encore une fois, laissez-vous aller quand vous le regardez. Vous prenez ce que vous comprenez, vous prenez les émotions que vous recevez et vous pouvez même en discuter après coup et vous allez voir que quand vous comparez à d'autres gens, c'est super intéressant hein, les différents points de vue. Et ce que vous n'avez pas compris, mais ne laissez pas vous frustrer, mettez de l'autre côté, hop, voilà, ça dégage. On le reprend plus tard, au revisionnage, on voit si on comprend plus de choses, on s'intéresse aux analyses que peut y avoir du film sans se dire que c'est la réponse absolue parce qu'évidemment chacun va venir et dire bon bah moi j'ai compris c'est David Lynch ça veut dire ça et tout. Non, c'est chacun son interprétation. Ça peut être intéressant de se renseigner sur l'interprétation des autres, mais voilà, on va pas non plus on peut pas affirmer dire j'ai compris Lynch, voilà, c'est n'importe quoi. On peut dire j'ai compris certaines thématiques qui sont évidentes, voilà, comme j'en ai parlé, donc les questions abordées dans Twin Peaks, les questions de la critique de l'Amérique, etc. Mais on peut pas affirmer avoir tout compris de chaque sens de micro-phrases parce que c'est juste pas possible. Et je sais même pas si David Lynch lui-même il a tout pensé de façon consciente ou si c'est pas aussi quelque chose qui vient de son inconscient, de ses rêves, et que lui-même n'a pas forcément prévu pour qu'on le décrypte d'une telle ou telle manière. C'est vraiment quelque chose qui va être une interprétation propre, comme quand on fait un rêve dans la vraie vie, il y a une signification qui nous est propre. Et on peut rêver, 2 personnes peuvent rêver de la même chose en ayant des interprétations différentes. C'est pas pour autant que l'une ou l'autre va avoir tort. Et je tiens à terminer sur ce qui est pour moi la plus grande œuvre de Lynch aux côtés de Twin Peaks, c'est Inland Empire. Ce film m'a vraiment marqué à vie et il le fera aussi pour vous, à condition de pas commencer par celui-là, évidemment. C'est pas possible. Il faut commencer par d'autres films pour s'habituer un petit peu à l'univers et pouvoir l'envisager de la façon que je vous ai présenté depuis le début. Et parce que si vous commencez par ça, alors là, ça va vous faire un trop gros choc. Mais en gros, pour résumer, c'est l'histoire d'une actrice qui va être engagée sur un film. Sauf qu'en fait, le film, il a une sorte de malédiction qui l'habite. Et petit à petit, la réalité va devenir étrange et se déformer. Et voilà, donc je vous en dis pas plus. Pour moi, c'est une des plus grandes œuvres cinématographiques et même au-delà. La forme est très particulière parce que c'est filmé avec une caméra DV. Ça ne change pas le fait que il y a des images juste sublimes. Et j'ai envie de rendre justice un petit peu à ce film parce qu'il est pas du tout apprécié. Il est vraiment rejeté. Je vois dans les articles, il y a marqué qu'il est moins marquant et tout. Enfin, je sais pas quoi. Est-ce qu'on peut se réveiller 2 minutes et ne pas s'arrêter à la forme parce qu'elle est différente de ce qu'on voit d'habitude et se concentrer vraiment sur ce que raconte le film et même sur la forme parce que justement en fait cette forme-là elle est particulière, elle veut dire quelque chose. C'est pas juste que le mec manquait de budget ou quoi, c'est vraiment un parti pris artistique, donc prenez-le en tant que tel et arrêtez de dire l'image elle est pas pareille que dans les autres films parce qu'il a pris une caméra DV. Oui, évidemment, c'est pas la même image, mais ça n'enlève pas que le film, ce qu'il raconte, ce qu'il propose en termes de mise en scène, de réalisation, d'histoire, de personnages, d'acting, c'est le sommet de ce qu'il a pu faire, quoi. C'est vraiment une œuvre totale. Sans ce film, je serais même pas là parce que mon nom d'artiste Action, ça vient de là. Le lapin, pareil. Et pour conclure sur tout ça, le cinéma de Lynch, il est vraiment d'une richesse sans limite. Sa créativité est tellement inspirante. Pareil pour la bande son, les effets sonores, ils sont
extrêmement immersif. Il va s'associer avec des super artistes tout le temps, Trent Reznor, David Bowie et son musicien associé Angelo Badalamenti, évidemment, qui a fait des bandes-sons fantastiques et inquiétantes. À la base, David Lynch est peintre, donc on sent que voilà, c'est venu influencer sa façon de filmer aussi. Il fait des propositions uniques qu'on n'a jamais vues et qu'on reverra probablement jamais dans ce style exact. Il est la source d'inspiration, mais de centaines d'artistes. Et je trouve vraiment que l'aura mythique qu'il dégage est méritée. Et on a envie de voir des films au cinéma qui osent prendre des risques, comme lui, il osait prendre des risques, qui s'aventurent dans des dimensions oniriques, qui ne sont pas tout le temps à prendre la main au spectateur et qui le laissent réfléchir aussi. Non, vraiment, c'était une personne vraiment très touchante et apprendre son départ a été un moment extrêmement pénible, et je pense pour beaucoup de gens. Donc voilà, je tenais à lui rendre ce petit hommage. Et au-delà de ça, je voulais en parler depuis extrêmement longtemps. Et j'en reparlerai encore et encore, parce que c'est un artiste que j'admire énormément et qui a des heures et des heures de choses à dire sur ses œuvres, quoi. C'est complètement fou, ça paraît irréel, on n'arrive pas à croire qu'il est parti. Mais voilà, moi je préfère me dire que peut-être qu'il est dans la White Lodge, ou alors peut-être que tout ça est un rêve, on sait pas. En tout cas, on n'a pas très bien compris. Et je pense qu'il laisse derrière lui le message de l'espoir. L'espoir que l'humanité se dirige vers la lumière, l'espoir que les humains peuvent être créatifs, et l'espoir que l'art a encore sa chance et que l'art mérite d'exister. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quel est votre film préféré de David Lynch, si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos, si le format vous a plu ou pas. Voilà, donc toute critique constructive est la bienvenue. Et voilà, je pense vraiment que David Lynch peut être la source d'une inspiration positive pour tout le monde. Et je vous invite vraiment à découvrir l'œuvre et le personnage. Je voulais pas vous laisser sans une petite surprise, donc pour rendre un hommage à la fois à David Lynch et à Angelo Badalamenti, je vais vous sortir un petit vinyle.